6 heures ont suffi le 3 janvier pour tout faire vaciller. Des fonds occultés partis d'Abidjan, des ordres chiffrés et des unités en approche ont dessiné un double assaut. Résidence et base de drones réglées pour 23 heures, tandis qu'à Kampala, un veilleur recoupait les fragments. Alors, la vraie question pour Ibrahim, qui craint sa survie, est jusqu'où ira la machinerie du chaos pour de bon. À l'aube, l'alerte intra-africaine a retourné la peur, brouillé les communications ennemies et laissé le Burkina Faso debout sans intermédiaire. Ce récit promet plus qu'un compte rendu d'une nuit tendue. Il propose de comprendre comment un complot pensé pour décapiter un pouvoir en quelques heures a été neutralisé par anticipation, sans déclaration martiale ni médiation extérieure. L'enjeu est clair, saisir ce que cette séquence révèle des nouvelles capacités africaines à lire les signaux faibles, à coordonner vite et à agir avant l'irréversible. Au fil des faits, il s'agira de distinguer ce qui relève du renseignement vérifié, de la synchronisation opérationnelle et de la narration politique qui a suivi. L'intérêt pour le lecteur est concret. Mesurer comment des décisions prises loin du terrain peuvent sauver des vies sur place et comment des chiffres apparemment modestes peuvent déclencher des chocs majeurs. Ce parcours montrera aussi les coûts et les risques d'une telle autonomie, car prévenir sans bruit expose à d'autres formes de pression. Enfin, il éclairera pourquoi cet épisode a dépassé le Burkina Faso pour devenir un test continental, observé, commenté et déjà imité par plusieurs capitales. La bascule s'est jouée sur des chiffres précis et une fenêtre courte. En 3 semaines, 70 millions de francs CFA ont transité vers des comptes fantômes. Et le 3 janvier 2026 à 23 heures a été arrêté comme heure d'exécution d'un double assaut. Ces deux éléments, mis bout à bout avant l'aube, ont suffi à transformer une rumeur en certitude opérationnelle, visant explicitement Ibrahim Traoré. À l'origine, rien n'alertait l'opinion. Des transferts modestes, fractionnés pour éviter les radars. Des déplacements présentés comme humanitaires. Des officiers soudainement discrets. Mais le recoupement a fait émerger une architecture cohérente. Flux financiers, réunions brèves réparties sur 4 pays et messages chiffrés convergeant vers un même objectif. Le mot-clé intercepté, neutralisation de la tête, a levé le dernier doute. Ce contexte s'inscrit dans une histoire plus large du Sahel, marquée par des tentatives répétées de déstabilisation déguisées en crise interne. Les analystes ont reconnu une signature déjà observée ailleurs. Frapper le commandement, brouiller les communications, puis installer le fait accompli avant toute réaction coordonnée. Cette fois, la différence tient à la chronologie inversée. L'alerte est arrivée avant le premier mouvement visible. À Ouagadougou, les services ont reçu les fragments d'informations sans bruit. Le choix a été de ne rien laisser paraître. Les marchés ont ouvert, les écoles ont fonctionné. La normalité a servi de camouflage pendant que les dispositifs de surveillance se densifiaient. Ibrahim Traoré a validé une ligne simple: agir sans signaler, attendre sans s'exposer. Ce mini révélateur éclaire l'essentiel. La prévention a précédé l'attaque et la coordination a remplacé l'improvisation. Ce n'était pas encore une victoire publique, mais déjà un renversement silencieux. La question laissée en suspens demeure. Comment cette alerte a-t-elle circulé si vite et par quels canaux de confiance a-t-elle été consolidée à temps? Le fil humain de cette nuit passe par un rôle rarement visible, celui du veilleur méthodique qui transforme des indices dispersés en décisions utiles. À distance du Sahel, l'alerte n'a pas pris la forme d'un ordre spectaculaire, mais d'une série de confirmations patientes, recoupées, hiérarchisées. Chaque fragment a été testé contre les autres jusqu'à dessiner une menace crédible, datée, localisée.
À Ouagadougou, la réception de ces signaux a produit un effet immédiat sur le tempo. Les chaînes de commandement ont été resserrées sans annonce. Les patrouilles ont changé d'axe. Les postes d'observation ont été renforcés. L'objectif n'était pas d'impressionner, mais de gagner du temps. Cette discipline du silence a limité les fuites et préservé l'effet de surprise. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré n'a pas incarné un chef en représentation, mais un point de convergence opérationnelle. Il a écouté, demandé des clarifications, puis validé une ligne d'action minimale. Maintenir l'apparence de la normalité tout en densifiant la vigilance. Ce choix a eu un impact précoce et mesurable. Les flux suspects ont ralenti, certaines communications se sont interrompues, les mouvements attendus ont pris du retard. Deux micro-situations illustrent cet effet. D'abord, un redéploiement discret près des axes sensibles a dissuadé une première approche. Ensuite, la mise en veille des capacités drones a empêché toute tentative de sabotage coordonné. Rien n'a été revendiqué, rien n'a été filmé. Mais la fenêtre d'action adverse s'est rétrécie. Le so what est clair. La prévention efficace n'a pas besoin de bruit pour produire des résultats. En choisissant l'anticipation plutôt que la démonstration, la chaîne de décision a transformé une menace imminente en série d'occasions manquées pour les conspirateurs. L'activation commence sans signal public. D'abord, des ajustements minuscules, des équipes déplacées sous couvert d'exercice, des contrôles renforcés sur des axes secondaires, des consignes transmises oralement, jamais répétées à l'identique. Le principe est simple, rendre chaque étape réversible, éviter toute trace qui pourrait alerter l'adversaire. À ce stade, le complot existe encore surtout comme une hypothèse structurée, pas comme une certitude visible. Puis, le rythme s'accélère. Les recoupements confirment la synchronisation attendue, deux cibles, une fenêtre étroite, un brouillage préalable des communications. Les heures deviennent des repères critiques. Les dispositifs passent en vigilance active. Les marchés restent ouverts, les écoles fonctionnent, la circulation continue. Cette normalité apparente sert de paravent pendant que les unités prennent position en profondeur, loin des points évidents. À mesure que la soirée avance, les premiers signes de tension apparaissent côté conspirateur. Des échanges se répètent, des confirmations sont demandées, les réponses tardent, les flux financiers cessent soudainement. Et ce silence inhabituel n'est pas un hasard, il traduit la rupture d'un maillon clé. La chaîne adverse perd en cohérence sans comprendre encore pourquoi. Le point culminant survient peu avant 23 heures. Les transmissions ennemies se figent, brouillées par un contre-signal déclenché depuis le centre militaire. Privées de coordination, certaines unités avancent à l'aveugle, d'autres hésitent. L'effet recherché n'est pas l'affrontement, mais la désorientation. Une tentative d'approche est encerclée avant d'atteindre son objectif. Une autre est stoppée à distance, sans échange prolongé. En quelques minutes, l'initiative change de camp. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré reste en retrait. Aucune déclaration, aucun déplacement visible. La consigne demeure inchangée, attendre que la séquence se ferme d'elle-même. Les arrestations commencent comme de façon méthodique, ciblée, appuyée sur les listes établies en amont. Les profils confirment le schéma. Anciens officiers, intermédiaires financiers, relais, logistique. Rien d'improvisé, rien de spectaculaire. Les répliques se font sentir avant l'aube. Dans les réseaux adverses, la peur circule plus vite que les explications. Les contacts se taisent, les soutiens hésitent. À l'inverse, côté loyaliste, la chaîne de commandement se détend progressivement. Le danger immédiat est écarté, mais la vigilance demeure. Il ne s'agit pas de célébrer, seulement de stabiliser. Au lever du jour, la nouvelle filtre, pas sous la forme d'un triomphe, mais d'un constat. Un coup a échoué avant d'exister. Dans les rues, les réactions sont prudentes, presque incrédules.
Puis viennent les gestes simples, les salutations, les drapeaux sortis sans consigne. La séquence s'achève comme elle a commencé, sans bruit excessif. Ce déroulé met en évidence un renversement essentiel. L'événement n'a pas créé la décision a absorbé l'événement. Et c'est précisément ce point qui ouvre la question suivante. Sur quelle preuve tangible cette anticipation s'est-elle appuyée pour tenir jusqu'au bout? Avant la nuit critique, le niveau de risque perçu restait diffus. Les services observaient un bruit de fond habituel, transactions fractionnées, déplacements courts, communication épisodique. Puis, le delta est apparu, net. En l'espace de 3 semaines, 70 millions de francs CFA ont convergé depuis Abidjan vers des comptes fantômes reliés à d'anciens officiers. Pris isolément, le montant semblait modeste. Mis en série, il signalait un financement suffisant pour activer des relais, louer des moyens, acheter des silences. Un petit flux, un grand effet. Deuxième indicateur, temporel cette fois. Les communications interceptées ont révélé plusieurs réunions brèves réparties entre 4 pays concentrées entre novembre et décembre. La durée, moins d'1 heure chacune, trahissait une logique d'activation, pas de planification longue. La variation clé n'était pas le contenu, mais la cadence. Des échanges courts, répétés, synchronisés. Le delta, par rapport au bruit habituel, a justifié l'alerte. Troisième mesure, technique. Les analystes ont identifié 8 transactions en cryptoactifs reliées à des adresses déjà observées dans d'autres affaires régionales. Là encore, le volume n'était pas décisif. La signature l'était. Même empreinte numérique. Même mode opératoire. Ce delta qualitatif a consolidé l'hypothèse d'une opération coordonnée inscrite dans une série plus large. Ces 3 preuves n'ont pas été utilisées comme des trophées, mais comme des leviers décisionnels. Chacune a reçu une interprétation courte, opérationnelle, sans extrapolation publique. Le raisonnement a suivi une logique stricte. Si les flux cessent après les premières mesures de vigilance, alors l'adversaire a compris qu'il est observé. C'est exactement ce qui s'est produit. Les transferts ont ralenti, puis stoppé. Les communications se sont fragmentées. Le delta s'est inversé. Dans cette séquence, Ibrahim Traoré n'a pas exigé davantage de chiffres. Il a demandé ce que ces chiffres permettaient de décider ici et maintenant. La preuve n'était pas destinée à convaincre l'opinion, mais à calibrer le tempo. C'est ce cadrage qui a permis d'éviter 2 écueils classiques: attendre une certitude impossible ou surréagir sans base solide. Un point mérite d'être souligné. Aucune de ces mesures n'aurait suffi seule. C'est leur cohérence qui a fait la preuve. Le baseline décrivait un environnement instable mais familier. Le delta a révélé une accélération, une synchronisation, une intention. En combinant finance, temps et technique, l'alerte a gagné en densité sans perdre en discrétion. Cette approche explique pourquoi les sceptiques ont peiné à contester les faits une fois les arrestations engagées. Les chiffres ne racontaient pas une histoire héroïque. Ils dessinaient une carte du risque. Reste une question ouverte, essentielle pour la suite. Comment transformer ces preuves ponctuelles en mécanismes durables? Sans dépendre d'une vigilance exceptionnelle à chaque crise, les critiques les plus solides se sont organisées autour de 2 arguments principaux. Le premier affirme que l'épisode aurait été amplifié pour renforcer une légitimité politique fragile. Dans un contexte sahélien saturé de récits sécuritaires, l'absence de preuves immédiatement publiques nourrirait, selon eux, le soupçon d'une mise en scène contrôlée destinée à souder l'opinion autour du pouvoir en place. Le second argument avance que les signaux cités, flux financiers modestes, réunions brèves, transactions numériques limitées,
relèverait chèque du bruit de fond régional, insuffisant pour conclure à une tentative structurée. Ces objections méritent d'être prises au sérieux, car elles rappellent un risque réel, confondre vigilance et narration opportuniste. Pourtant, les faits documentés opposent une résistance nette à ces lectures. D'abord, la chronologie. Les mesures opérationnelles ont précédé toute communication publique. Les décisions clés ont été prises dans le silence, sans bénéfice immédiat d'image. Ce décalage affaiblit l'hypothèse d'une orchestration médiatique pensée en amont. Ensuite, la nature des preuves. Aucun indicateur n'a été présenté comme décisif isolément. C'est leur convergence qui a déclenché l'action. Les transferts financiers ont été recoupés avec des communications chiffrées et des mouvements coordonnés sur plusieurs territoires. Cette triangulation réduit fortement la probabilité d'une simple coïncidence. Les confirmations venues de partenaires régionaux ont ajouté une couche indépendante de validation, hors du contrôle direct d'Ouagadougou. Enfin, l'argument du bruit habituel oublie le point central, le delta. Ce n'est pas l'existence de flux ou de réunions qui a alerté, mais leur synchronisation soudaine et leur arrêt brutal après les premières contre-mesures. Ce changement de comportement constitue un indicateur classique de détection réussie, difficile à expliquer par une simple routine régionale. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme le bénéficiaire unique d'un récit, mais comme l'acteur d'une décision prudente fondée sur des signaux recoupés. La réfutation ne repose donc pas sur une parole d'autorité, mais sur une logique opérationnelle cohérente. Reste néanmoins une vigilance nécessaire. La crédibilité de ce type d'alerte dépendra à l'avenir de la capacité à institutionnaliser ces méthodes sans les transformer en outils politiques. C'est précisément là que se situe le prochain tournant de cette histoire. Ce basculement ne tient pas à une arrestation ou à une preuve de plus, mais à un changement de nature dans la réponse. Pour la première fois, l'anticipation n'a pas reposé sur une chaîne verticale ou sur un aval extérieur, mais sur une coordination horizontale, rapide, entre capitales africaines. L'alerte n'a pas circulé comme une information diplomatique, elle a circulé comme un signal d'action. Dans cette séquence, Ibrahim Traoré n'a pas cherché à élargir le cercle des décideurs. Il a resserré le périmètre de confiance. Peu d'acteurs, des échanges courts, des validations claires. Ce choix a réduit les délais et limité les fuites, transformant un risque diffus en situation maîtrisable. La nouveauté n'était pas la menace, mais la capacité à l'absorber sans médiation. Ce révélateur de mi-parcours change la lecture de tout ce qui précède. Les chiffres, les flux, les réunions n'étaient pas seulement des indices d'un complot avorté. Ils devenaient la preuve qu'un réflexe collectif pouvait fonctionner avant la crise ouverte. La solidarité cessait d'être un discours pour devenir une méthode. À partir de là, l'enjeu se déplace. Il ne s'agit plus seulement de savoir comment un coup a été empêché, mais ce que cette méthode produit comme effet durable. Car une coordination efficace crée aussi des attentes, des inquiétudes et des réactions en chaîne, à l'intérieur comme à l'extérieur du continent. Cette révélation impose donc une question centrale, suspendue à ce point précis. Quels effets concrets cette nuit a-t-elle déjà déclenchés pour les États, les acteurs économiques, les populations et l'équilibre régional? Pour l'État burkinabé, l'effet le plus immédiat a été institutionnel. La nuit du 3 janvier 2026 a accéléré une réorganisation déjà envisagée mais jamais prioritaire. Les chaînes de sécurité ont été resserrées et une cellule de contre-ingérence a été formalisée pour centraliser l'analyse financière, technique et opérationnelle. L'objectif n'était pas l'expansion, mais la cohérence. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré a validé une ligne de consolidation discrète, audit des flux militaires, clarification des responsabilités et protocole d'alerte plus court.
Pour l'appareil d'État, la conséquence clé tient en un mot: prévisibilité retrouvée. Du côté des entreprises locales, l'impact a été plus contrasté. Les indicateurs de confiance ont progressé, portés par la perception d'une stabilité renforcée après une séquence évitée de justesse. Mais cette confiance est restée prudente. Les acteurs économiques ont ralenti certains engagements extérieurs, privilégiant des cycles courts et des investissements réversibles. La logique dominante n'était pas l'euphorie, mais la gestion du risque. La tentative avortée a rappelé que la stabilité se construit désormais sous vigilance permanente. Pour les populations, l'effet s'est manifesté dans le registre symbolique avant d'être matériel. La révélation progressive des faits a transformé une nuit silencieuse en repère collectif. Dans les rues d'Ouagadougou, la reconnaissance exprimée envers les forces de sécurité n'était pas spectaculaire, mais durable. Ibrahim Traoré a été nommé dans les conversations avec une gratitude sobre, liée non à une victoire affichée, mais à l'évitement d'un basculement. Ce sentiment a renforcé une confiance conditionnelle, soutenir tant que la protection reste effective. À l'échelle régionale, la conséquence la plus structurante concerne les pratiques. Plusieurs services voisins ont intensifié leurs échanges, inspirés par une coordination jugée efficace sans dépendance extérieure. Des protocoles similaires ont été testés, parfois sans annonce officielle. Cette diffusion silencieuse a redessiné l'équilibre. La coopération devenait pragmatique, moins idéologique. Pour certains partenaires internationaux, ce mouvement a suscité une réserve visible, voire des réajustements diplomatiques. En résumé, la nuit du 3 janvier n'a pas produit un choc unique, mais une série d'ondes différenciées. Pour l'État, une consolidation. Pour l'économie, une prudence active. Pour les citoyens, un symbole vécu. Pour la région, un précédent. La question qui s'impose désormais est simple et lourde de conséquences. Comment ces effets évolueront-ils dans le temps entre stabilisation durable et nouvelles formes de pression indirecte? Trois trajectoires plausibles se dessinent à l'horizon des prochains mois, sans certitude mais avec des conditions identifiables. Le scénario de base repose sur une stabilisation graduelle. Les mécanismes d'alerte mis en place continuent de fonctionner, les échanges régionaux restent discrets et les autorités privilégient l'entretien de la vigilance plutôt que l'escalade. Dans cette configuration, le Burkina Faso consolide ses routines de sécurité, limite les annonces publiques et absorbe les chocs mineurs sans rupture. Le risque persiste, mais il devient gérable, contenu par des protocoles éprouvés. Un scénario plus optimiste suppose un effet d'entraînement. L'épisode du 3 janvier est alors interprété comme un point de départ. Des capitales voisines officialisent Dosseliu, des échanges d'informations, des formations conjointes sont lancées et des cadres communs se structurent. La coopération gagne en régularité, réduisant les angles morts. Dans ce cas, Ibrahim Traoré apparaît moins comme une figure isolée que comme l'un des nœuds d'un réseau élargi. La dissuasion augmente par la prévisibilité collective et la tentation de coups rapides recule. Le scénario défavorable explore une autre logique. Les acteurs déçus renoncent aux actions visibles et privilégient des pressions indirectes. Les instruments changent: crédit, désinformation, isolement diplomatique ciblé. Les attaques deviennent plus lentes, plus diffuses, donc plus difficiles à attribuer. Le pays ne fait pas face à une crise aiguë, mais à une érosion progressive de ses marges de manœuvre. Dans ce contexte, la vigilance permanente peut fatiguer les institutions et user la confiance sociale. Ces scénarios partagent un point commun: aucun ne se joue sur un événement unique. Ils dépendent de choix cumulés, souvent discrets, parfois techniques. La clé n'est pas de prédire lequel adviendra,
mais d'identifier les signaux précoces qui indiquent une bascule. Si la coordination se maintient et se formalise, la trajectoire s'éclaircit. Si elle se fragmente ou se politise, le risque augmente. La recommandation centrale est donc cognitive autant qu'opérationnelle. Observer les rythmes, pas seulement les crises. Mesurer les délais de réaction. Tester la robustesse des canaux, car dans cet espace incertain, la question n'est pas ce qui arrivera, mais ce qui sera détecté à temps pour infléchir le cours des choses. Au-delà des institutions et des scénarios, l'épisode a modifié des comportements ordinaires. Dans les quartiers d'Ouagadougou, la mémoire de cette nuit a laissé une trace diffuse mais persistante. Les commerçants ont ajusté leurs horaires pendant plusieurs semaines, privilégiant la prudence sans consigne formelle. Les familles ont parlé davantage de sécurité, non comme d'un slogan, mais comme d'une attention partagée faite de petites vérifications et de signaux discrets. Pour les journalistes locaux, la séquence a aussi déplacé des pratiques. La vérification des sources s'est resserrée. Les rumeurs ont été traitées avec plus de distance, consciente du coût potentiel d'une amplification hâtive. Cette discipline n'a pas réduit la liberté d'informer, elle l'a rendue plus exigeante. Informer sans alerter inutilement est devenu un équilibre recherché. Du côté des forces de sécurité, l'impact s'est traduit par une fatigue maîtrisée. La vigilance accrue a demandé des efforts prolongés, mais elle a aussi renforcé le sentiment d'utilité. Être salué sans triomphalisme, reconnu sans mise en scène, a consolidé un lien de confiance sobre avec la population. Cette relation n'est pas acquise, elle se renouvelle par la constance des actes. Pour une partie de la jeunesse, enfin, l'épisode a pris une dimension civique. La nuit du 3 janvier est entrée dans les discussions comme un rappel. L'instabilité n'est pas abstraite et la prévention n'est pas réservée au sommet. Des initiatives modestes ont émergé, orientées vers l'éducation aux médias et la compréhension des mécanismes de désinformation. Dans cet ensemble, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme une figure distante, mais comme un repère lié à un moment évité, plutôt qu'à un affrontement gagné. Le quotidien n'a pas été bouleversé, il a été protégé. Et c'est précisément cette continuité, fragile mais tangible, qui donne à l'événement sa portée humaine. De cette séquence est sortie une feuille de route pragmatique pensée pour durer sans s'exposer. Le premier axe consiste à institutionnaliser les échanges régionaux de renseignements. Des points focaux désignés, des canaux courts et des formats communs permettent de partager des signaux financiers et techniques en temps quasi réel. Le critère de succès est simple, réduire le délai entre détection et décision sans élargir inutilement le cercle d'information. Le deuxième axe vise la capacité de réaction. Des unités mixtes, civiles et militaires, sont formées pour agir sur des alertes qualifiées sans attendre un feu vert politique formel. L'objectif n'est pas l'autonomie totale, mais la réversibilité rapide. On mesure l'efficacité par la capacité à déployer, puis à se retirer sans laisser de traces ni créer d'escalade. Troisièmement, un volet financier cible la prévention. Auditer régulièrement les flux sensibles, harmoniser les seuils d'alerte et croiser les données bancaires avec les signaux opérationnels. Ici, l'indicateur clé n'est pas le volume détecté, mais la cohérence des variations. Un delta isolé alerte, une série confirme. Un quatrième axe concerne l'information. Renforcer la diplomatie directe entre dirigeants et responsables sécuritaires réduit les malentendus et accélère les clarifications. Dans cette logique, Ibrahim Traoré a plaidé pour des échanges sobres, sans mise en scène, afin de préserver la confiance opérationnelle. Enfin, le cinquième axe touche à la société. Développer une conscience citoyenne informée, capable de reconnaître la désinformation sans céder à la panique.
Le succès se mesure à la stabilité du quotidien. Marchés ouverts, écoles actives, rumeurs contenues. Cette feuille de route ne promet pas l'absence de menaces. Elle propose un cadre pour les absorber. La question qui suit est alors celle de la mémoire. Comment inscrire ces pratiques dans le temps sans attendre la prochaine nuit critique pour les réactiver? Le récit revient là où tout a commencé, non pas dans une salle de crise, mais dans un détail presque banal. À l'aube, les traces de pneus encore visibles devant le palais, le silence après la tension, et cette sensation diffuse d'avoir frôlé l'irréversible. Ce sont ces images discrètes qui ont donné à la nuit du 3 janvier sa charge symbolique. Rien n'a explosé, rien n'a été proclamé, et pourtant quelque chose a changé. Dans ce calme fragile, Ibrahim Traoré n'a pas parlé de victoire. Il a évoqué un rappel. Rappel que la sécurité n'est jamais acquise, que l'anticipation vaut mieux que la réaction, et que la souveraineté se construit dans des gestes répétés plutôt que dans des moments spectaculaires. Cette posture a trouvé un écho au-delà du Burkina Faso, parce qu'elle renvoie à une expérience partagée par beaucoup, celle d'un danger évité sans pouvoir être célébré ouvertement. Le motif qui traverse tout le récit est celui de la vigilance transmise, un signal passé à temps, une confiance accordée sans publicité, une décision prise avant que l'histoire ne s'emballe. Ce fil relie les acteurs visibles et invisibles, les institutions et les citoyens, les capitales et les rues ordinaires. La force de cette conclusion tient dans sa retenue. Ce qui reste n'est pas un triomphe figé, mais une attention accrue au présent. Une mémoire active, appelée à durer. Car si cette nuit a montré quelque chose, c'est qu'un avenir peut basculer sur des choix silencieux, faits au bon moment. Ce récit ne s'achève pas avec la fin d'une nuit, mais avec une invitation à regarder autrement ce qui suit. L'épisode du 3 janvier 2026 n'appartient ni aux archives militaires ni à une seule capitale. Il pose une question plus large sur la manière dont les sociétés choisissent d'écouter les signaux faibles, de coopérer sans attendre et de protéger le quotidien sans le militariser. En ce sens, l'expérience du Burkina Faso dépasse ses frontières immédiates. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu n'a jamais été de figer un moment en symbole héroïque, mais d'installer un réflexe. Ce réflexe peut-il survivre au temps, à la fatigue, aux pressions extérieures et aux routines qui reviennent toujours? La réponse ne dépend pas uniquement des dirigeants ou des forces de sécurité. Elle concerne aussi les médias, les citoyens et la manière dont chacun traite l'information, la rumeur et l'indifférence. La question ouverte est donc la suivante. Comment transformer une vigilance exceptionnelle en habitude collective sans glisser vers la peur permanente ni l'oubli confortable? Entre ces deux excès se joue peut-être une voie étroite faite d'attention, de mémoire et de responsabilité partagée. C'est sur cette interrogation que le récit se referme, non comme une conclusion définitive, mais comme un point de départ pour une discussion plus large, que chacun peut poursuivre à ce qui à son niveau.